Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, des éclats de voix autour des indemnisations au sujet de la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé. Des populations expropriées continuent de réclamer leurs indemnisations et recasements. D'autres cependant fustigent la sous-évaluation des montants prévus pour les différents paiements. Et puis, Kava Yege Djibril appelle à l'arrêt des violences dans les régions anglophones du pays. Le président de l'Assemblée nationale a lancé l'appel ce jour à l'ouverture de la session du mois de juin. Une rentrée parlementaire sous fond d'appel à plus de responsabilité des élus du peuple. Même son de cloche à la Chambre haute du Parlement, le Sénat justement, et vous le verrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Crime crapuleux dans la ville d'Edéa, premier cette nuit de mercredi à jeudi. Un homme justement qui a battu sa compagne à mort pour des raisons jusqu'ici non élucidées. La victime était constamment battue par son compagnon, le nommé Arnold Fotso, jusqu'à ce que le pire se produise dans la nuit d'hier. Julio Trésotanon nous relate les faits. C'est une scène de violence qui vient de tourner au drame. Le corps sans vie de Marie-Thérèse Ndié, âgée de 48 ans, gît au sol face contre terre dans le domicile de son amant au quartier Saint-Palmier à Edéa dans la Sanaga maritime. Le bourreau le voici, le nommé Fotso Arnold. Tous les voisins confirment les scènes de bagarre quotidiennes entre les deux jusqu'à la dernière, fatale, cette nuit de mercredi à jeudi. Elle vient toujours en cachette. Donc dans la nuit d'aujourd'hui à minuit, j'ai entendu les cris dans la maison, je suis sortie. J'ai dit au type là que je vous dis toujours de laisser les problèmes ici, là. Moi, je ne veux pas les problèmes. Il te dit que si tu veux les problèmes, sors de chez moi. Quand j'ai parlé comme ça, je suis allée me coucher. Je ne savais pas que ça devait être par derrière, ça devait être trop comme ça. Les éléments du commissariat du 1er arrondissement d'Edéa, le procureur de la République et les médecins légistes constatent le décès et prennent des mesures qui s'imposent. La bailleresse dit avoir tenté de dissuader la défunte de ne plus fréquenter son locataire, fanatique de coups de poing. Chaque fois, je me plains. Même ici, là où elle habite, je me plains. On doit dire à cette femme de ne plus descendre chez moi. Parce que je vois la lutte de son mari. Ce n'est pas un homme. Des bagarres ici, au lieu de violon, on vend le matango. Il y avait des problèmes toujours constamment. Après, on a dit à ce gars que si tu veux bastonner ta femme, amène-la comme tu as l'habitude de la bastonner et blesser. Les deux tourtereaux sont aussi suspects. Une sorte de Bonnie and Clyde des campagnes, recherchés pour des petits coups de vol. Ils étaient d'ailleurs attendus ce jeudi à la chefferie, convoqués par le chef de quartier. J'ai les babouches de cette femme à la chefferie. Parce qu'on est venu me signaler qu'ils étaient ensemble avant avec son mari en train de voler. Et chez Madame Gobatoum qui est à côté. Fotso Arnold est bien gardé au frais et sera traduit devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes. Coups et blessures et le meurtre de Marie-Thérèse Ndié. Des produits illicites et de contrebande saisis par des éléments de la douane, secteur numéro 2 à Douala. Des denrées en provenance du Nigeria estimées à plus de 4 millions de francs CFA. La présumée contrebandière ne détient aucune facture, encore moins un certificat de qualité, ce qui constitue à la fois un danger pour la santé des consommateurs et une concurrence déloyale pour les entreprises locales. Monique Naoussi Fotso et Stéphane Binac. C'est cette cargaison de plus de 390 canettes de bière, une dizaine de palettes de lait prêts à consommer et une dizaine de paquets de couches jetables qui viennent d'être stoppés à Douala. Coût estimatif, plus de 4 millions de francs CFA. Les fins limiers du secteur douane numéro 2 de Douala l'ont intercepté 24 heures après le lancement de l'opération Facile. Entendez Fight Against Smuggling, Counterfeiting and Illegal Trade. Au groupement actif de douane littoral 2, on saisit sur la route nationale numéro 3 aux encarbures du lieu dit Bekoko des marchandises qui circulaient sans document. Il s'agit là d'un cas de contrebande. Les voitures transportant la cargaison est gardée à la douane, tout comme la prévenue contrebandière pour besoin d'enquête. L'importation nécessite le respect de certaines procédures. L'article 290 et 291 du Code de douane rappellent à chacun que les détenteurs de marchandises, les transporteurs ou les propriétaires des marchandises doivent, au moment où ces marchandises qui circulent, pouvoir justifier soit de l'origine, soit de l'achat,
soit de la déclaration. La santé des consommateurs et la concurrence déloyale sont également déplorées à la suite de telles saisies. Il y a déjà la contrebande avec les recettes du trésor qui sont mises en jeu, mais il y a aussi surtout cette protection du tissu industriel. Vous voyez, c'est les marchandises de contrefaçon qui font concurrence aux entreprises établies, citoyennes sur le territoire. C'est aussi des couches de bébés dont la qualité n'est pas certifiée et qui peuvent produire des rougeurs ou encore d'autres maladies chez les nouveau-nés, des nourrissons. Voilà pourquoi la douane, donc visionnaire, s'efforce par les moyens qui sont siennes pour pouvoir permettre que cela soit rattrapé. La lutte contre le commerce illicite, la contrebande et la contrefaçon se renforce avec l'opération Facile. Une nouvelle sortie de la Fondation camerounaise des consommateurs, cette fois pour décrier la proximité des stations-service avec les commerces, des maisons d'habitation également et même des hôpitaux. Selon le président exécutif, plusieurs stations-service ne respectent pas les normes requises. La Fondation appelle à une action répressive rapide du gouvernement pour éviter de graves incendies. Adjamara Mouetiri Nana pour les détails. Le président exécutif de la Fondation camerounaise des consommateurs face à la presse. La dangerosité des sites accueillant les stations-service est décriée. Des stations-service qui côtoient pour la plupart les commerces, les hôpitaux et les habitations. C'est déplorable que dans la ville de Douala, près du domicile du gouverneur, sous une direction commerciale, est implantée une station-service. C'est déplorable que près d'un établissement scolaire, une université, près d'un immeuble fréquenté où il y a une télévision installée, il y a une station-service mitoyenne. C'est aussi déplorable de voir que à la Quintini, près du pavillon mitoyen avec le pavillon Samuel Eto'o-Fils, une station-service y est installée. Une interpellation à la chaîne d'implantation des 742 stations-service en activité au Cameroun qui ne respectent toujours pas les conditions de sécurité requises. Mais selon nos enquêtes, le suivi ne se fait pas convenablement car l'activité est en tout temps dangereuse. Le stockage et les transferts de carburant conjugués à la présence des personnes du public et de leurs véhicules sont d'autant de sources potentielles d'incendie ou d'explosion. Le carburant constitue une source de pollution. Au niveau des pompes, des composés organiques se diffusent dans l'air. Nous interpellons donc les pouvoirs publics. On appelle à la vigilance parce que ce qui s'est passé au Ghana avec l'incendie qu'on a éteint après 4 jours, dont il est question de remettre en cause maintenant toutes ces stations hors normes et de pouvoir les délocaliser pour le bien des populations et surtout pour la sécurité des vies humaines. La Fondation camerounaise des consommateurs recommande la suspension de la délivrance d'autorisation des stations-service à Douala et Yaoundé et l'implication des populations aux études d'impact environnemental. Parlons de ce coup de vol à Kribi. Le 9 mai dernier, l'entreprise chinoise nommée Chek a été victime d'un vol. Un employé en service depuis 1 an seulement a emporté la somme de 49 millions de francs CFA qui devait servir plutôt au paiement du salaire des employés. Quelques semaines plus tard, l'infortuné a été rattrapé par la police. Plus de la moitié de la somme volée avait déjà été dilapidée. Le présumé voleur a été présenté à la presse de Kribi il y a quelques jours. Vanessa Kamdem et Moussa Takou pour les détails. Soupir de soulagement pour les populations dont les terres ont été expropriées pour la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé. Le présumé voleur de 49 millions de francs CFA vient d'être interpellé par la police de Kribi. Jean-Paul Ahanda, employé de l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé, est accusé d'avoir arraché cette somme des mains du comptable avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule de service. Tous les deux rentraient de la banque avec l'argent qui devait servir à régler les salaires des ouvriers. C'était le 9 mai dernier. Après son forfait, l'homme se serait rendu dans le village lundi. Là-bas, il aurait reçu l'aide d'une certaine Mireille Ngundi et de son frère aîné contre plusieurs millions de francs CFA. C'est grâce à eux que le présumé voleur va s'enfuir pour la localité de Ntui dans le centre et c'est là qu'il va être rattrapé par la police.
sein de l'entreprise, au sein de la société à lundi. C'est y étant qu'il va éjecter le comptable qui avait pris, on va dire, l'imprudence. Qui avait eu l'imprudence de laisser le sac contenant tout l'argent entre les deux, l'espace laissé entre les deux sièges avant. Parce qu'il occupait le siège avant aux côtés du chauffeur. Donc il sera éjecté, le comptable, par le suspect qui va tourner la voiture en trombe et prendre la fuite en direction de ce capable. Des 49 millions de francs CFA volés, seulement 15 millions ont été récupérés. 9 millions chez les frères et sœurs Ngundi et 6 millions chez sieur Jean-Paul Ahanda. En attendant la suite de l'enquête, le présumé voleur et ses 2 complices séjournent en cellule. Et toujours au sujet de la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé, quand les indemnisations divisent, alors que certaines personnes déguerpies contemplent leur nom sur la liste des heureux bénéficiaires, il subsiste néanmoins des inquiétudes à plusieurs niveaux. On note par exemple la sous-évaluation des terres arrachées. Cependant, de nombreux autres déguerpis continuent de pleurer du fait que leur nom ne figure pas sur la liste des personnes à indemniser. Monique Naoussifo pour les détails. Soupir de soulagement pour les populations dont les terres ont été expropriées pour la construction de l'autoroute Kribi-Lolabé. Depuis une semaine environ, le nom des bénéficiaires d'indemnisation sont connus. Sur le tableau d'affichage de la préfecture de l'Océan, l'on découvre 446 noms. Ceux-ci doivent se partager une enveloppe globale de 2 630 millions de francs CFA, 883 000 francs CFA. De quoi susciter la joie après une longue période d'attente. Ça a duré 4 ans, mais bon, c'est arrivé. On est content, on est très fiers d'apprendre que c'est là. Il y a des plaintes et des grincements de dents tout à côté. Des victimes d'expropriation recensées qui se plaignent d'être ignorées dans la liste des personnes à indemniser. On nous a recensés plusieurs fois. Le premier adjoint préfectoral est venu en Nelly. On a cité tous nos noms. Mais aujourd'hui, je ne vois plus mon nom. Depuis mon nom est sorti à l'agriculture, j'arrive ici, il n'y en a pas. C'est le délégué d'agriculture lui-même qui était venu me trouver. Ils m'ont trouvé au cheminement. Il y a également la problématique d'évaluation des terrains qui se pose avec acuité. Pour le port en eau profonde de Kribi, le terrain titré et indemnisé était évalué à 2 000 francs le mètre carré, tandis que pour l'autoroute Kribi-Lolabé, on parle de 700 francs CFA pour le mètre carré, une sous-évaluation décriée. Nous qui sommes dans la zone urbaine, nous pensons qu'on va nous payer conséquemment, c'est-à-dire qu'on pourra au moins avoir 2000 francs. Au sujet des plaintes et des recriminations, le préfet de l'Océan se prononce. Qu'en matière d'évaluation des biens impactés, des biens des populations impactées par le passage de l'autoroute, nous avons eu à appliquer les principes qui sont connus de tous. Il s'agissait de descendre sur le terrain nous-mêmes, avec les équipes spécialisées, pour évaluer sur le terrain la réalité, pour filmer, avoir la photocopie de la réalité. Expropriation des terres pour cause d'utilité publique, une nécessité sociale qui entretient parfois d'éternelles rancœurs. Comment se porte le marché central de Douala quelques jours après les casses orchestrées en ces lieux? Le constat sur place fait état de ce que quelques commerçants ont regagné l'intérieur du marché, comme le leur demande la communauté urbaine de Douala, mais quelques téméraires campent encore sur place. Cependant, au marché Ndopassi, malgré la décision du maire de Douala 3e, les commerçants s'entêtent à rester sur la chaussée. La même chose observée au marché New Dedo de Douala qui n'échappe pas à la règle. Des constats faits par Junior Ossan et Stéphane Binal. Nous sommes au marché central de Douala. Les espaces auparavant occupés par les sinistrés ont été libérés et servent désormais de parking. Les trafics et la circulation sont plus fluides, même si quelques commerçants restent mécontents. Pour ça passe, c'est bien beau, mais entre-temps, nous allons faire comment? Nous pouvons pas, non, on ne peut pas faire autrement que de vendre en bordure de route. Ça ne va jamais finir entre marché Kouloulou et le commissariat du 2e arrondissement. Les gens qui vendent sur la route, ça ne va jamais finir. Mais est-ce que c'était ceux qu'on avait casés? Non. C'est les sinistrés qui ont été casés sur la chaussée. Et tous les sinistrés, je vous mets à défi
Il n'y a aucun sinistré qui n'a pas retrouvé sa place au marché central. J'ai veillé sur ça personnellement. Désormais, le marché central de Douala offre un cadre plutôt agréable et sécurisé. Aujourd'hui, on parlait de Kayoeli, au gazon. On a où garer. Le commerce a repris dans le marché. Il y a plus de 50 voitures garées. C'est une victoire. Mais la victoire n'est pas gagnée au marché de Dorbassi, à Douala 3e. Ici, les commerçants, malgré la sommation du maire, quelques heures après, ils se sont aussitôt précipités à occuper la route. Là qu'on nous a laissé, ça ne nous suffit pas. Les gens sont rentrés, encore d'autres gens dehors. Ce que je sais de mes collègues là, c'est qu'eux, ils préfèrent vendre en route. Il y en a beaucoup là qui ont leur comptoir, comme cette dame que vous voyez là. Voilà son comptoir, mais elle préfère vendre en route. Pourtant, à l'intérieur du marché, les comptoirs restent vides. La plupart des commerçants préfèrent vendre à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Ici au marché Noudeidou, la route principale, jadis occupée par les commerçants, a été libérée. Cependant, quelques recalcitrants persistent à rester sur la chaussée, celle traversant le carrefour Kangelkam. Mettons le cap tout de suite sur Yaoundé pour retrouver Alain Ghislain Kanga. Et avec vous, on parle de la lutte contre la consommation du tabac dans notre pays. Le Cameroun, justement, qui adopte le marquage. Dès le 3 janvier 2019, tout paquet, boîte, emballage de tabac commercialisé au Cameroun portera un avertissement général illustré à 70% à la surface externe par une image qui présente les dangers auxquels s'exposent ces consommateurs. C'est la mesure prise par le gouvernement pour lutter contre le tabac à travers le marquage sanitaire graphique. Les détails avec Karel Mezachachoya et Luc Mfando. L'illustration des maladies auxquelles s'exposent les personnes fumeuses dans le monde. Au Cameroun, ils sont près de 1,1 million chez les adultes et environ 300 000 chez les jeunes âgés de 13 à 15 ans. En plus des messages de mise en garde sanitaire, ces images seront apposées sur au moins 70% de la surface externe de tout paquet, boîte, coffret ou emballage des produits du tabac commercialisés dans notre pays à compter du 3 janvier 2019. Le gouvernement est en train de faire le pas pour atteindre son objectif, c'est-à-dire freiner le tabagisme au Cameroun, décourager les jeunes qui veulent commencer à fumer et surtout ceux qui fument, on leur fait comprendre que voilà les dangers qui les guettent. La société civile apprécie justement cette initiative. Nous apprécions à juste titre cette activité qui entre en droite ligne des activités de sensibilisation, mais également qui traduit la volonté des pouvoirs publics à mettre en œuvre les dispositions de la Convention cadre de lutte anti-tabac. La population qui n'a pu s'empêcher de marquer un temps d'arrêt à l'exposition sur le marquage sanitaire graphique des emballages des produits du tabac au Cameroun, ici à l'esplanade de l'ancien bâtiment du ministère de la Santé publique, ce 7 juin à Yaoundé. Lorsque je vois ces effets de la cigarette, je dis qu'il y a vraiment du travail à faire. Il faut vraiment sensibiliser à 100% ces jeunes parce que c'est eux, beaucoup plus, où je monte beaucoup plus du doigt. Le ministère de la Santé publique met en garde tout contrevenant à ces dispositions. Il s'expose aux sanctions et poursuites judiciaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. À compter du 3 janvier 2019. Nous vous l'annoncions en titre, sur les rails depuis cette mi-journée. La session parlementaire a été ouverte pour ce qui est de l'Assemblée nationale sous un air d'appel à plus de responsabilité des députés au regard du contexte sécuritaire. À quelques exceptions près, les députés ont répondu présents à l'hémicycle de Ngouaikele où étaient nos reporters Ghislain Perissonneau et Serge Alain Zébou. Si les élections législatives doivent avoir lieu en 2018 au Cameroun, le corps électoral sera convoqué au plus tard le 19 juin. Sinon, il est attendu un projet de loi portant prorogation de leur mandat cette semaine à l'Assemblée nationale pour être promulgué au plus tard le même 19 juin 2018. C'est dans ce contexte à l'interne que la session parlementaire s'est ouverte ce jeudi pour ce qui est de l'Assemblée nationale. Au plan externe, la crise dite anglophone reste une préoccupation, autant que le discours de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun qui demandait un retrait politique de Paul Biya. Je commence session avec un cœur très lourd
Et le cœur est lourd parce que d'abord, le discours du président de l'Assemblée, que j'attendais une articulation spécifique par rapport à la crise qui continue à perdurer dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai seulement entendu des slogans de vivre ensemble. Demander aux forces étrangères à museler la candidature du président Paul Biya ou alors à empêcher qu'il soit même candidat, c'est renoncer à son statut de Camerounais. Pour autant, en faisant le point de l'intercession, le président de l'Assemblée nationale a relevé les victoires de la diplomatie parlementaire camerounaise et partant du Cameroun, dont la plus retentissante est la réélection de Roger Nkoudou comme président du Parlement panafricain. Vous saurez toujours être la hauteur des ambitions, anciennes ou nouvelles, qui sont celles du Parlement panafricain. Vos collègues nationaux se joignent à vous et à votre humble serviteur pour dire avec déférence leur gratitude au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui a soutenu sans réserve votre candidature. La session s'est ouverte en présence du président du Sénat, du Premier ministre, du président du Conseil constitutionnel, du président de la Cour suprême et du procureur général après la dite Cour. Certains députés, eux, ont déjà la tête à l'œuvre. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on est à la fin de notre mandat et le président de l'Assemblée nationale souhaite qu'à la fin de cette session, qu'on continue à avoir un comportement républicain. Ces sujets arrivent au niveau du bureau de l'Assemblée, qu'ils nous soient transmis et on va en discuter. On n'a pas non plus refusé de voir qu'à l'interne, les séances plénières seront diffusées par vidéoprojecteur, mais aux députés, gare à l'absentéisme. Et à la Chambre haute, le Sénat, en début de soirée, c'était non seulement l'ouverture de la session ordinaire de juin 2018, mais le début de la législature après les dernières élections sénatoriales. Compte rendu, Rodrigue Tanguay, Serge Zebou. Pour leur rentrée de la deuxième législature après les élections sénatoriales du 24 avril dernier, et donc la recomposition de la Chambre, les sénateurs avec à leur tête le président, reconduit pour la 6e fois, disent en chœur que le Cameroun est un et indivisible et doit donc faire face courageusement à l'intégration. Nous exprimons une fois de plus notre compassion fraternelle et émue aux familles endeuillées, sinistrées ou déplacées du fait des attaques meurtrières et des manœuvres de ces criminels à qui nous demandons d'entendre raison et de cesser leurs entreprises diaboliques. Face à la réaction des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité, qui emploient toutes les mesures de défense et d'apaisement, les auteurs de ce complot inondent depuis quelque temps les réseaux sociaux de fausses nouvelles pour discréditer le président de la République et nos forces de défense et de sécurité, tendant ainsi de semer la confusion et la peur au sein de nos populations. Le corps doit être à l'ouvrage pour maintenir la stabilité et la paix au Cameroun. Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos régions aient la paix, le développement et l'encadrement nécessaire pour que le Cameroun puisse avancer. Vous savez, nous sommes les acteurs du développement et nous ne pouvons pas accepter que dans nos régions, en tant que sénateurs des régions, qu'il y ait des problèmes dans certaines régions et qu'ailleurs il n'y ait pas la paix. Cette paix doit régner partout au Cameroun et je pense que le discours du président du Sénat a été clair. Pour cette ouverture de session inaugurale à la législature 2018-2023, le président et le bureau de la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et les membres du gouvernement ont sacrifié au rituel républicain. Nouvelle saison du café politique des clubs du journaliste politique du Cameroun. Ce jour, l'organisation a déroulé le tapis rouge à Maître Akeri Mouna, leader du mouvement NAM. L'ancien bâtonnier ouvrait ainsi une série de rencontres avec les journalistes et les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Delphine Foncoutene et Samuel Bonis. C'est reparti avec la 3e saison des cafés politiques du Club Po. Pour ouvrir celle-ci, la bande à Georges Alain Boyomo, Sylvain Andjongo,
Jean-Philippe Nguemeta et autres Rodrigue Tanguay a choisi de cuisiner des candidats déclarés à la présidentielle de cette fin d'année. C'est Maître Akeremouna du mouvement Now qui ouvre le bal ce 7 juin à Yaoundé. Devant 4 panels de journalistes, l'ancien bâtonnier s'explique sur les aspects liés à la corruption, les élections, le climat sociopolitique et l'économie. Là où on est, la situation est grave. Et je suis convaincu, quelle que soit la loi, une mobilisation grande et totale des Camerounais permettront d'amener le changement. Regarde cette histoire d'anglophone francophone. Cette histoire de... j'ai été un peu choqué par cette sortie contre le professeur Camto. C'est quoi cette histoire-là? Un Bambi qui ne va être que dans la République. C'est honteux. Ça renvoie à quoi? Anglo-Bambi, ça renvoie à quoi? C'est la facilité. Les petits ne peuvent plus. Après Biya, dans le Wikileaks, on a vu, quelqu'un a dit qu'après, un petit ne pouvait pas être président. C'est quoi ces déclarations-là? Je serais candidat à la députation, si c'était fait avant. Pendant plus de 3 heures d'horloge, le client du Club Po a dû jouer franc jeu face à la crème du journalisme politique avant de déclamer le projet qu'il a pour l'ensemble de la presse nationale. Qu'on crée une mutuelle pour la presse, tu vois, ce qu'on prenait comme taxe sur ces papiers-là devrait aller dans une caisse qui va donc financer les journalistes, assurance ou un truc comme ça. 3, il faut absolument qu'on fasse une distinction entre les propriétaires et les journalistes. Vous ne pouvez pas avoir un système où ils sont tous dans le même syndicat. Naturellement, une sortie qui fait l'affaire des journalistes. Nous sommes tout en phase, nous sommes tout dans votre posture, votre perception de la presse. Aujourd'hui, que le fait d'avoir l'essentiel, la crème des journalistes politiques de ce pays ici, ça veut dire que le Globo est crédible, l'invité incidemment. Dans les semaines à venir, les autres candidats déclarés seront appelés à défendre leur projet devant des panels rigoureux. Lui également, il défendra son projet. Roger Chantal Thuile est candidat à l'élection présidentielle de 2018. L'ancien directeur de publication de la défunte Tribune de l'Est s'offusque à une gestion calamiteuse du pays et veut le changement. Déclaration faite ce soir par le président national du parti politique Debout le Cameroun lors d'un dîner-débat. Le point avec Brand Kamga et Michel Foucault. Roger Chantal Thuile, désormais ex-journaliste par la volonté du Conseil national de la communication, le voici reconverti en politique. Debout le Cameroun, c'est le parti dont il est le président fondateur. Le temps d'un dîner-débat avec les journalistes ce jeudi, une annonce. Oui, Chantal Roger Thuile et Debout le Cameroun vont affronter l'élection présidentielle. L'ancien directeur de publication de la défunte Tribune de l'Est, interdit d'exercer comme journaliste par le CNC, est courroucé par la gestion calamiteuse du Cameroun sur tous les fronts. Roger Chantal Thuile félicite la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qu'il reprend ainsi. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas gouverner jusqu'à 100 ans. Il a dit que désormais le président du Cameroun est trop vieux pour continuer à gouverner le Cameroun, le pays dans lequel il travaille, dont il connaît les complexités. Debout le Cameroun trouve le fédéralisme comme solution aux grands problèmes du pays, la crise anglophone n'étant plus un problème de bilinguisme. Il faut penser qu'au Cameroun, très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Il faut donc repartir équitablement les richesses d'ici. Donc, la République fédérale semble, pour Debout le Cameroun, la solution de sortie de crise. L'homme pour qui le Cameroun est géré par les ressortissants d'une même tribu sera donc candidat contre son ancien président de parti, Paul Biya. Debout le Cameroun, créé en 2015, présentera également ses candidats aux élections municipales et législatives. Repartir équitablement les richesses d'ici. Comment redynamiser la coopération en matière de formation au soutien à la paix en Afrique? La question est au centre des assises de l'Association africaine des institutions du domaine, ouverte ce jeudi à Yaoundé. Sous l'égide de l'EI-Force, les experts de plusieurs pays africains tablent également sur les méthodes de renforcement structurel de l'APSTA. Plus de détails avec Brand Kamga et Serge Alain Zébou. Lorsque la paix et la sécurité sont menacées aux 4 coins de l'Afrique, des efforts conjoints s'imposent.
Le temps d'une assise à Yaoundé, les membres de l'Association africaine des institutions de formation au soutien de la paix veulent redynamiser la coopération. Pour que cette architecture fonctionne pleinement, il faudrait que les centres d'excellence et autres institutions de formation cessent de ne travailler qu'en référence aux normes nationales et à celles des donateurs dans la formation des différentes composantes. Les sessions extraordinaires du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'African Peace Support Training Association, ouvert ce 7 juin à Yaoundé, visent à restructurer l'APSTA et mettre sur pied un bureau de coordination pour une vision commune. Les assises que l'APSTA tient actuellement vont permettre d'ouvrir un nouveau chapitre dans la coopération interafricaine en matière de préparation des forces de sécurité, de défense ainsi que des composantes civiles des opérations de maintien de la paix au prédéploiement afin de mieux s'acquitter en parfaite interopérabilité de leurs devoirs dans les cadres de crise que nous connaissons. Les représentants du Mali, du Nigeria, de l'Égypte, du Ghana, du Rwanda, de la République centrafricaine et du Cameroun prennent part à ces assises organisées par l'École internationale des forces de sécurité, EIFORCE. C'est pour une meilleure structuration institutionnelle de la coopération en matière d'harmonisation de la formation au soutien de la paix en Afrique. Fin des travaux appuyés par le Japon à travers le programme des Nations Unies pour le développement ce 8 juin 2018. On parle également dans ce journal des frais d'examen désormais payables par Mobile Money. Et c'est avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Nous reviendrons bien sûr sur le paiement de ces frais d'examen par monnaie électronique désormais au Cameroun. Mais avant, on parle de ce jeûne du mois de Ramadan qui se poursuit avec l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun qui soutient la communauté. Des centaines de dons ont été remis aux imams, aux chefs traditionnels, aux dignitaires musulmans et aux femmes regroupées en association. L'action de charité et de solidarité vise donc à donner des facilités aux jeûneurs, une recommandation d'Allah de partager en ce mois béni avec les nécessiteux. Adjamara Mouessej Tachemo. C'est une esplanade de la chefferie New Bel Hausa, bondée de monde en ce 21e jour de jeûne du mois de Ramadan. Acteurs principaux, les membres de l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun. Face à eux, des imams, des chefs traditionnels, des dignitaires musulmans, l'autorité administrative et surtout la grande population musulmane de Douala mobilisée à la cérémonie de remise des denrées alimentaires. Des centaines de sacs de riz, de farine, de l'huile végétale, des cartons de sucre, de pâtes alimentaires, de sardines, Nous allons peut-être le suivre jusqu'à la fin de cette édition. Non, ce sera plutôt dans nos prochaines éditions d'information. Toutes nos excuses pour cette coupure brusque. Voilà donc qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. À lundi, 19h50. Bonsoir.